C'était un jour d'automne ordinaire. Le 14 octobre 2016, vers 9 h du matin, Robert Lawson, 46 ans, est arrivé sur un terrain vague dans la partie nord du district de Mayfield. Il prévoyait de construire des garages et avait déjà débarrassé le terrain des vieux métaux. Robert était déjà venu ici plusieurs fois auparavant et n'avait rien remarqué d'étrange ou de suspect. Aucun des voisins n'avait signalé d'incident inhabituel. La première journée s'est déroulée tranquillement. Robert a soigneusement enlevé la couche supérieure du sol avec des outils manuels et a régulièrement vérifié le nivellement du terrain. Ce jour-là, il n'a rien remarqué d'inhabituel. Le lendemain matin, le 15 octobre, Lawson est revenu tôt sur le terrain. Vers 8h30, il a placé des marqueurs et tendu une corde de mesure pour aligner uniformément les fondations du futur bâtiment. Dans les endroits difficiles d'accès, il travaillait avec une pelle. Tout se passait normalement jusqu'à ce que, à 9h10, Robert entende soudainement un bruit faible. Au début, il ne pouvait pas comprendre d'où cela venait, ni ce que c'était. Un moment plus tard, le bruit s'est répété. C'étaient maintenant clairement des cris étouffés. Ils venaient du sol. Au début, Lawson a pensé à un animal pris dans un piège, ou à un tuyau qu'il aurait accidentellement endommagé pendant les travaux. Mais bientôt, son inquiétude s'est intensifiée, et il a décidé de vérifier l'endroit suspect. À 9h15, Robert a commencé à creuser prudemment exactement là d'où venait le bruit. Les premiers centimètres du sol semblaient normaux, mais un peu plus profondément, Robert a découvert une couche dense de sable et de gravier, un mélange qu'il n'avait pas vu auparavant sur les terrains voisins. Supposant que quelqu'un avait établi ici une décharge improvisée, il a continué à creuser avec précaution. Après 10 minutes, la pelle de Lawson a heurté une cloison en contreplaqué qui avait manifestement été installée intentionnellement par quelqu'un. La surface du sol au-dessus avait été soigneusement compactée et à première vue, il n'y avait pas de traces visibles de travaux de terrassement. Quand Robert a retiré les morceaux de contreplaqué et éclairé la chambre avec une lampe de poche, il a vu une main humaine et a entendu un appel à l'aide à peine perceptible. Bouleversé, Robert a reculé de quelques pas pour s'assurer que la terre ne s'effondrait pas. Puis il a commencé à dégager le passage aussi prudemment que possible, s'efforçant de ne pas nuire à la personne piégée. À 9h35, la majeure partie de la structure avait été retirée. Sous la terre se trouvait une femme. Son visage était presque entièrement couvert de saleté et de sable. Elle respirait à peine, mais était encore en vie. Robert a immédiatement appelé le numéro d'urgence 911 et informé le répartiteur de sa découverte incroyable. À ce moment, la femme a essayé de se lever, mais ses jambes et une partie de son corps étaient encore densément couvertes de terre. Robert a demandé que la police et les ambulanciers soient envoyés immédiatement sur les lieux et a attendu leur arrivée. Les services d'urgence et la police sont arrivés sur les lieux 12 minutes plus tard. Ils ont trouvé la femme dans un état critique. Respiration faible, déshydratation et pouls très faibles. Ils ont administré les premiers soins et l'ont immédiatement transportée à l'hôpital. À ce moment-là, son identité et la raison pour laquelle elle était sous terre restaient un mystère. La police a immédiatement sécurisé les lieux et commencé à enquêter sur la situation. Le sol avait clairement été remblayé et mélangé, avec des signes indiquant que la fosse avait été préparée à la hâte, spécifiquement pour cacher une personne. Lawson s'est vu temporairement interdire d'effectuer des travaux de construction, et des experts criminalistiques ont été appelés, qui ont commencé un examen détaillé de la zone. Ce qui semblait être une découverte fortuite a commencé à prendre les traits d'un délit grave. C'était clair. Quelqu'un avait tenté d'enterrer la femme et seul un heureux hasard avait sauvé sa vie. Cependant, de nombreuses questions restaient sans réponse. Qui avait fait cela et pourquoi précisément ici? Pendant que les policiers menaient les premières mesures d'enquête, Robert a donné de brèves explications et a quitté les lieux selon les instructions des forces de l'ordre. Tout ce qui a pu être établi le premier jour était le fait qu'une femme vivante avait été trouvée sous terre. Les détails de son état et les causes de l'incident étaient tenus strictement secrets par la police. À la fin du 15 octobre, il était clair,
L'histoire était beaucoup plus compliquée et sérieuse qu'il n'y paraissait au départ. La police a ordonné une enquête supplémentaire avec géoradar et techniciens criminalistiques pour examiner complètement la zone. Dès le soir, le groupe d'enquête s'est réuni pour discuter des premiers résultats, mais il y avait toujours plus de questions que de réponses. Que s'était-il exactement passé sur ce terrain vague? Combien de temps la femme avait-elle passé sous terre? Et le plus important, qui l'avait amenée là et pourquoi? Une seule chose pouvait être affirmée avec certitude. Cette femme n'était pas là volontairement. Et si Robert Lawson n'avait pas commencé son travail précisément ce jour-là et à cet endroit, peut-être que personne n'aurait jamais su son destin. L'affaire évoluait rapidement, et à ce moment-là, personne ne soupçonnait que la découverte de la femme sur le terrain vague marquerait le début d'une enquête beaucoup plus vaste. Le 16 octobre 2016, des représentants du bureau du shérif du comté de Mayfield ont officiellement confirmé l'admission d'une femme à l'hôpital qui avait été secourue la veille d'une fosse autoconstruite. Elle a été admise à l'hôpital du district avec des signes d'épuisement et de déshydratation. Selon les services d'urgence, la victime était consciente, mais ne pouvait pas faire de déclaration détaillée. Le groupe d'enquête mis en place pour clarifier les circonstances a établi des données préliminaires qui ont été comparées à la base de données fédérale des personnes disparues. À cette étape, il s'est avéré que l'identité de la victime correspondait aux informations sur Emily Harper, disparue, qui en juin 2008 avait quitté son lieu de travail et n'était pas rentrée chez elle. Selon les données d'archives, Harper a disparu à l'âge de 21 ans. La notification de sa disparition a été faite par des proches 2 jours après qu'elle ait cessé de répondre aux appels téléphoniques. Dans le dossier officiel de recherche Enérero 08 3269, il était noté que les mesures de recherche avaient duré plusieurs mois, mais aucune trace de la disparue n'avait été trouvée. Fin 2009, l'affaire a été suspendue en raison du manque de preuves. Par la suite, Harper n'est pas apparue dans les rapports de police et de nombreuses connaissances ont supposé qu'elle était décédée. Statut officiel, disparue. Photos, empreintes digitales et autres informations ont été transmises à la base de données nationale, mais depuis 2008, il n'y avait eu aucune demande ou indice confirmé sur sa localisation dans les registres. Le communiqué de presse publié par le bureau du shérif le 16 octobre ne contenait que des informations formelles sur l'incident récent sur le terrain vague. Le département de police a refusé de commenter l'état de Harper, arguant que des vérifications supplémentaires étaient nécessaires. Aux demandes de la presse, un représentant du bureau du shérif a expliqué que l'enquête était menée dans le cadre d'une procédure pénale pour tentative d'agression grave, mais n'a pas précisé s'il y avait des suspects. Les informations publiées se limitaient à indiquer que la femme retrouvée figurait effectivement sur la liste des personnes disparues depuis plus de 8 ans et n'avait eu aucun contact avec des proches, des amis ou des autorités officielles. Aucun détail n'a été divulgué sur les raisons de sa disparition et sur la façon dont elle avait passé tout ce temps. Le soir du 16 octobre, le groupe d'enquête s'est concentré sur l'analyse de 3 questions clés qui devaient déterminer la suite de l'affaire. Première question. Qui a enlevé Emily Harper et quels objectifs poursuivait le ravisseur, s'il y en avait un? Deuxième question. Comment Harper a-t-elle pu survivre physiquement pendant une si longue absence et pourquoi n'a-t-elle pas fait de tentatives évidentes pour contacter le monde extérieur? Troisième question. Qu'est-ce qui a exactement poussé l'auteur potentiel à prendre le risque et à enterrer la victime après tant d'années depuis sa disparition? Toutes les données recueillies lors de l'enquête initiale indiquaient un caractère clairement forcé de l'incident, mais les enquêteurs criminels n'avaient pas de réponse aux questions clés. Le département criminalistique était sur la propriété depuis le matin du 16 octobre. Dans leur rapport, des échantillons de sol prélevés, des fragments de plaques de contreplaqué et des traces indiquant un creusement récent dans un rayon d'environ 4 mètres carrés étaient à mentionner. Il a été déterminé que la tombe avait une couche de remblai compactée de différents types de sols, ce qui excluait la version d'un effondrement accidentel ou d'un accident domestique. Selon les spécialistes, les preuves analysées ne permettaient pas de déterminer sans équivoque les périodes exactes pendant lesquelles le sol avait été remanié. Donc, des tests en laboratoire étaient nécessaires.
La question de l'existence de complices ou d'autres personnes ayant accès à la zone restait ouverte. Au 16 octobre, il n'y avait pas de déclaration publique de la part des proches d'Emily Harper. Selon la police, des représentants de la famille avaient accepté d'être interrogés et n'avaient pas l'intention de donner d'interview. La police n'a pas révélé de détails sur d'éventuels conflits, dettes ou problèmes interpersonnels liés à Harper dans la période précédant sa disparition. L'enquêteur de garde du département du district a expliqué aux journalistes qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les motifs du crime, car une reconstruction complète des événements des années passées était nécessaire. Les déclarations d'Emily Harper elle-même restaient sous secret médical, car elle était sous observation médicale dans un état d'épuisement extrême et ne donnait pas de description claire de ce qui s'était passé. Au 17 octobre 2016, les enquêteurs avaient recueilli suffisamment de matériel pour créer une image claire des principaux participants à l'affaire. Toutes les informations importantes concernant la victime, la personne qui l'avait trouvée et celle qui pourrait être liée au lieu du crime ont été soigneusement documentées et organisées. Emily Harper est née le 22 janvier 1996. Au moment de sa disparition en juin 2008, elle avait 21 ans et travaillait comme serveuse au café Maple Corner à Mayfield. Les proches et collègues la décrivaient comme responsable et sans conflit, sans problème avec la loi ou dette. Emily a disparu le 3 juin 2008 lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle après son service au café. Les parents se sont adressés à la police 2 jours plus tard, après que leur fille ait cessé de répondre aux appels. Malgré une recherche approfondie et des annonces dans la base de données fédérale des personnes disparues, aucune trace d'Emily n'avait été trouvée à l'époque. Toutes les hypothèses sur sa localisation se sont avérées fausses, et fin 2009, les opérations de recherche ont été suspendues. Maintenant, après 8 ans d'absence, Emily se trouvait à l'hôpital dans un mauvais état physique et psychologique, incapable de rapporter en détail ce qui lui était arrivé. Robert Lawson avait 46 ans, possédait un garage automobile, Lawson Auto Repair, et plusieurs propriétés dans le district de Mayfield. Début octobre 2016, il a acquis le terrain vague pour étendre son entreprise. C'est là qu'il a découvert, le 15 octobre pendant les travaux de construction, la structure souterraine dans laquelle se trouvait Emily Harper. Lawson a immédiatement appelé le 911 et a aidé la police à inspecter la propriété. Selon les rapports de police, il n'avait jamais rencontré Harper auparavant et était considéré exclusivement comme témoin. Les enquêteurs n'ont vu aucune raison de le soupçonner d'être impliqué dans le crime. La troisième personne qui a attiré l'attention des enquêteurs était Jacob Wheeler, 54 ans, ancien employé du bureau de poste local, qui vivait à environ 200 mètres de l'endroit où Emily a été trouvée. Wheeler n'avait pas d'antécédents criminels et n'était pas impliqué dans des activités illégales, mais les voisins ont remarqué son caractère réservé et sa réticence à communiquer avec les gens. Il était enregistré comme petit débiteur fiscal, mais cela ne le reliait pas directement à l'affaire Harper. Les enquêteurs le considéraient pour l'instant comme un témoin potentiel, mais en raison de la proximité de sa maison avec le lieu du crime, ils ont décidé de procéder à des vérifications supplémentaires. Ce qui a également suscité l'intérêt des enquêteurs, c'est que la police avait déjà été sur cette propriété au printemps 2009, suite à un appel anonyme concernant une tombe suspecte. Les forces de l'ordre n'avaient rien trouvé de suspect à l'époque et avaient considéré le signalement comme faux. Aucune excavation ou vérification avec un équipement spécial n'avait été effectuée et il n'y avait aucune indication dans les archives d'un lien avec la disparition de Harper. Maintenant, l'enquête s'est concentrée sur la clarification des liens possibles entre la propriété où Emily a été retrouvée, les propriétés adjacentes et les événements d'il y a 8 ans. De nouvelles questions sont apparues lorsqu'il s'est avéré que le lieu où Harper a été trouvé était littéralement à côté de maisons résidentielles. Lawson était hors de soupçon, mais les enquêteurs n'excluaient pas que Wheeler puisse détenir des informations précieuses ou connaître indirectement les événements. La police s'est abstenue pour le moment de théories publiques sur qui aurait pu détenir Emily Harper pendant 8 ans et pourquoi l'auteur a tenté de se débarrasser d'elle de manière si cruelle maintenant. Tous les détails étaient soigneusement protégés et le groupe d'enquête prévoyait de commencer à interroger les résidents locaux et à examiner plus en profondeur l'histoire de la propriété.
chacun des 3 participants, Emily Harper, Robert Lawson et Jacob Wheeler, pourrait jouer un rôle clé dans la reconstruction complète de la chronologie de cette affaire mystérieuse et troublante. Le 18 octobre 2016, le groupe d'enquête s'est réuni pour une discussion interne afin de discuter de plusieurs scénarios possibles de l'incident. Dans le rapport préparé, 3 versions principales ont été considérées, chacune nécessitant des mesures séparées pour vérifier les faits. La principale difficulté était qu'Emily Harper, toujours à l'hôpital, n'était pas en mesure de faire des déclarations claires et détaillées. Parallèlement, la police n'avait trouvé aucune preuve directe pointant vers un suspect spécifique. La première version des enquêteurs supposait que Harper aurait pu être victime d'un conflit ou d'une antipathie personnelle de longue date, dont même ses proches n'avaient pas connaissance. Pour vérifier cette hypothèse, les documents d'archives ont été revus et le cercle de ses anciennes connaissances et collègues a été réinterrogé. 2 personnes ont été mises en avant. L'ancien petit ami d'Emily et l'une de ses collègues du café Maple Corner, qui avait mentionné une situation désagréable survenue peu avant la disparition de Harper. Cependant, les témoignages de ces années n'indiquaient pas un danger direct pour sa vie, et en 2008, aucune accusation officielle n'avait été portée contre quiconque. Maintenant, les enquêteurs étaient confrontés à la tâche de découvrir s'il y avait des motifs ou des conflits cachés qui auraient pu conduire à un enlèvement et à une captivité prolongée. La deuxième version supposait que Harper aurait pu être victime d'un auteur qui agissait peut-être systématiquement. À cette fin, les enquêteurs criminels et analystes ont examiné les cas de personnes disparues dans la région au cours des 10 dernières années, en particulier les cas qui n'avaient jamais été résolus. Rien de semblable au cas d'Emily n'a pu être trouvé. La plupart des cas de disparition étaient liés à des adolescents en fugue ou à des conflits familiaux. Bien que l'hypothèse d'un ravisseur en série n'ait été confirmée par rien de concret, les enquêteurs n'excluaient pas la possibilité que l'auteur ait agi seul et employé une méthode extrêmement inhabituelle de capture et d'élimination ultérieure de la victime. Des schémas similaires ont été vérifiés dans les districts voisins, mais jusqu'à présent, aucune correspondance n'avait été trouvée. La troisième hypothèse discutée supposait que Harper aurait pu partir volontairement et vivre caché de tous, et après de nombreuses années, avoir rencontré des circonstances où une personne qui l'a forcé à fuir ou qui a tenté de se débarrasser d'elle de cette manière. Mais les rapports médicaux, qui documentaient de graves conséquences physiques et des signes clairs de captivité forcée, rendaient cette version improbable. De plus, les bases de données ne montraient pas un seul cas où elle aurait pu apparaître sous un autre nom ou à un autre endroit. La principale énigme restait de savoir où exactement Emily avait passé les 8 années. Les médecins ont rapporté que jusqu'à présent, elle ne pouvait décrire que de façon fragmentaire sa captivité et ne mentionnait qu'une pièce fermée et l'absence prolongée de lumière du jour. Les enquêteurs ont noté que ces détails ne fournissaient pas encore une image complète. Une difficulté supplémentaire était l'absence de traces de lutte à l'endroit où Harper a été trouvée. Les enquêteurs criminels n'ont trouvé que des fragments de construction en bois et du sol compacté, ce qui ne fournissait pas de données précises sur le nombre ou l'identité des personnes impliquées dans le crime. Aucune trace de sang n'a été trouvée sur les lieux. Les enquêteurs ont fait appel à 5 experts supplémentaires pour une inspection plus approfondie de la zone, y compris des bâtiments voisins. Un autre problème était le changement fréquent de propriétaire du terrain vague de 2010 à 2016, ce qui ne permettait pas encore de savoir exactement qui aurait pu y avoir accès. De nouvelles questions sont également apparues concernant l'affaire de 2009, lorsque la police avait déjà vérifié cette zone suite à un signalement anonyme concernant une possible tombe. Dans l'ancien rapport réexaminé, il s'est avéré que la vérification avait été effectuée superficiellement, sans utilisation de technologies spéciales et même sans sondage élémentaire. Cela suggérait qu'un objet caché où Harper était détenu aurait pu déjà exister à ce moment-là, ou qu'il a été établi ultérieurement. Une autre direction de l'enquête était la version selon laquelle l'auteur pourrait vivre à proximité et avoir décidé de se débarrasser de la victime juste maintenant, peut-être par crainte de nouvelles vérifications. À cette fin, les enquêteurs ont décidé d'interroger les résidents des maisons dans un rayon de 300 mètres
pour savoir s'ils avaient remarqué des activités inhabituelles ou des travaux nocturnes près de la propriété. Ainsi, l'enquête ne privilégiait pour l'instant aucune version. Chacune avait ses défauts et contredisait les faits connus. Les rapports internes indiquaient un haut degré d'incertitude et la nécessité de plus d'interrogatoires, d'un examen plus approfondi des zones environnantes et de la révision des archives régionales. Des représentants du parquet ont demandé d'accélérer la collecte de preuves, car le fait d'une tentative d'agression grave était déjà documenté par des preuves matérielles. À la fin de la journée, lors d'une réunion opérationnelle, la tâche a été posée. Trouver des preuves directes reliant l'enlèvement de Harper à une personne concrète. Dans la liste des mesures a été incluse une inspection plus détaillée des bâtiments économiques et des sous-sols dans la région. À ce moment-là, aucun des résidents locaux, y compris Jacob Wheeler, n'était sous suspicion directe. Cependant, les enquêteurs ont continué à examiner soigneusement la zone adjacente à sa propriété, conscients que toute nouvelle information sur qui avait gardé Emily Harper captive toutes ces années pourrait fondamentalement changer le cours de l'enquête. Le 19 octobre 2016, les enquêteurs ont reçu les résultats des premiers examens criminalistiques effectués sur le terrain vague. Les rapports indiquaient que les échantillons de sol et les fragments de contreplaqué montraient des signes d'impact produits 2 à 3 jours avant la découverte d'Emily Harper. Sur les fragments de bois, de faibles empreintes digitales ne correspondant pas à Robert Lawson ont été trouvées. Le même jour, la police a intensifié les vérifications de la zone autour du terrain vague, y compris la propriété de Jacob Wheeler, qui vivait à environ 200 mètres du lieu de l'incident. Le but principal de la visite était de confirmer ou d'exclure son éventuelle connexion avec l'incident. Vers 10 heures du matin, des représentants du shérif sont arrivés chez Wheeler et ont demandé la permission d'inspecter sa maison et sa propriété. Wheeler a accepté calmement de coopérer et a assuré qu'il n'avait pas quitté sa maison pendant la nuit car il ne possédait pas de moyens de transport personnel. Il a affirmé que le terrain vague ne l'avait jamais intéressé et a présenté des documents confirmant qu'il n'avait pas effectué de modifications à la maison. La première inspection n'a rien révélé de suspect à l'intérieur de la maison, du garage ou du grenier. Cependant, lors de l'examen extérieur de la propriété, les policiers ont remarqué une fissure inhabituelle dans les fondations d'un bâtiment auxiliaire derrière la maison. Des signes d'une entrée camouflée ont attiré l'attention. Wheeler a expliqué qu'il n'utilisait plus ce bâtiment depuis longtemps et n'avait pas prêté attention aux défauts. L'un des experts a employé un scanner infrarouge et a découvert une cavité cachée sous le sol. Les enquêteurs ont demandé à Wheeler quand il avait vérifié les fondations pour la dernière fois, ce à quoi il a répondu de manière évasive sans fournir de délai spécifique. Avec des motifs suffisants pour une vérification plus détaillée, les enquêteurs ont appelé la brigade criminalistique. À 1h de l'après-midi, ils sont arrivés avec un mandat de perquisition et ont commencé à ouvrir le sol du bâtiment. Après avoir retiré plusieurs planches et parties de la couverture en béton, ils ont découvert une pièce souterraine cachée d'une hauteur d'environ 1,5 mètre. À l'intérieur, les forces de l'ordre ont trouvé des éléments qui ne correspondaient pas à un espace de stockage ordinaire, des chaînes métalliques, des fixations au mur, des restes de matériaux isolants et un tuyau de ventilation menant à l'extérieur. Cette pièce était clairement destinée à la captivité à long terme d'une personne. Lors de l'inspection préliminaire, qui a duré environ une demi-heure, les enquêteurs criminels ont constaté que certaines surfaces ne présentaient pas de poussière, des conteneurs d'eau vides et un matelas recouvert de polyéthylène. Wheeler n'a pas pu donner d'explication claire sur l'origine de ces choses et a insisté sur le fait que la pièce avait été laissée par les propriétaires précédents. Cependant, une vérification de la base de données a confirmé que Wheeler était le seul propriétaire de la maison depuis plus de 15 ans. Les spécialistes ont prélevé des échantillons de fibres du matelas, ainsi que du matériel biologique des murs et des fixations pour une analyse ADN ultérieure. La seule question qui restait était de savoir si cette pièce était directement liée à Emily Harper. Le fait que des dispositifs spécialisés existent déjà indiquait une possible captivité forcée. La police a officiellement placé la maison de Wheeler sous contrôle et a temporairement restreint son accès à l'intérieur. Lui-même a gardé un calme apparent et a continué d'affirmer qu'il n'avait jamais utilisé cette pièce et ne connaissait rien de son but
Cependant, la découverte de la pièce cachée est devenue un tournant décisif dans l'enquête. Pour la première fois, il y avait une personne concrète sur la propriété de laquelle des signes clairs de la captivité d'une victime avaient été trouvés. Vers le soir, le parquet du district a confirmé que les matériaux recueillis par les enquêteurs constituèrent la base pour passer à une nouvelle phase de l'enquête. Maintenant, les experts devaient déterminer si Emily Harper avait effectivement passé une partie significative de son absence dans cette pièce. Pour cela, ils devaient attendre les résultats du laboratoire, qui étaient attendus dans les 3 jours. Le bureau du shérif ne s'est pas précipité à faire de grandes déclarations, mais a souligné que la découverte d'une telle pièce changeait substantiellement le caractère de l'enquête. Jusqu'à présent, la police s'appuyait uniquement sur des suppositions concernant un auteur inconnu, mais maintenant, il y avait un point de référence concret. Les enquêteurs prévoyaient d'interroger Wheeler et ont obtenu un mandat de perquisition pour toutes ses possessions, ainsi que la saisie de son ordinateur et de ses téléphones. Le soir du 19 octobre, la direction du groupe d'enquête a décidé de comparer immédiatement les déclarations de Wheeler avec les faits et les dossiers médicaux de Harper, qui à l'hôpital avait mentionné un séjour dans une pièce fermée. Personne ne se hâtait encore de porter des accusations officielles, mais l'existence d'une telle pièce contredisait clairement les déclarations de Wheeler et indiquait une restriction directe de la liberté de la victime. Les enquêteurs ont noté que les vérifications en 2009 n'avaient pas concerné les maisons privées dans la région, mais s'étaient limitées uniquement à la zone du terrain vague. C'est précisément pour cette raison qu'aucune trace d'enlèvement n'avait pu être trouvée à l'époque. Maintenant, les enquêteurs n'étaient pas confrontés à la tâche de déterminer comment Harper avait pu être transporté de la pièce cachée vers la fosse sur le terrain vague et si seul Wheeler ou également d'autres personnes étaient impliquées. Ainsi, les événements du 19 octobre sont devenus un tournant. Les preuves trouvées parlèrent d'un lieu de captivité soigneusement préparé et ont forcé les enquêteurs à concentrer leur attention précisément sur Jacob Wheeler. Chaque nouvelle information pourrait maintenant changer radicalement le développement ultérieur des événements. Le 23 octobre 2016, le bureau du shérif du district de Mayfield a tenu une réunion élargie avec la participation du procureur, des chefs des départements d'enquête et des médecins légistes. Lors de la réunion, les résultats des enquêtes, des premiers tests ADN et des données mises à jour sur l'état d'Emily Harper ont été discutés. Les documents ont permis une meilleure compréhension des circonstances du crime, et le principal suspect de l'enquête s'avérait de plus en plus clairement être Jacob Wheeler. Vers 8 heures du matin, les détectives ont reçu des informations du laboratoire criminalistique concernant le déchiffrement partiel d'une zone cryptée sur le disque dur externe de Wheeler. Les spécialistes ont rapporté qu'une partie des fichiers avait été supprimée, mais que des copies automatiques créées à différentes années entre 2008 et 2015 avaient été conservées. Une analyse préliminaire a montré la présence de notes textuelles et d'images possibles, dont le contenu complet nécessitait cependant un temps supplémentaire pour être récupéré. Le fait que de tels matériaux existent a été évalué par les enquêteurs comme une preuve importante d'un possible enregistrement systématique de certaines actions, probablement liées à la captivité d'Emily Harper. Vers midi le même jour, les médecins ont informé qu'Emily allait progressivement mieux et qu'elle pouvait faire de nouvelles déclarations, bien que fragmentaires. Elle a mentionné un horaire quotidien, des livraisons régulières de nourriture et le remplacement périodique des lampes dans la pièce où elle était détenue. Elle a également raconté qu'elle entendait parfois des mouvements et des bruits venant d'en haut, mais ne voyait pas d'autres personnes. Ces détails concordaient avec les résultats de l'inspection de la cave de Wheeler, mais les médecins ne permettaient pas encore un interrogatoire complet pour ne pas mettre en danger la santé de la patiente. À 14 ans, les enquêteurs ont inspecté en plus l'arrière-cour de la maison de Wheeler. Il a été déterminé que le tuyau de ventilation menant à la cave était spécialement recouvert d'une plaque métallique, qui, à en juger par l'état des fixations, avait été installé depuis longtemps. Les enquêteurs en ont conclu que le système de ventilation avait été conçu à l'avance pour la captivité à long terme d'une personne. De plus, des signes d'un creux remblayé qui aurait pu servir de cachette ou d'entrée supplémentaire ont été découverts. Des échantillons de sol ont été prélevés sur place pour des analyses supplémentaires. Après l'inspection, la police a de nouveau mené un interrogatoire formel de Wheeler.
Il a continué d'affirmer qu'il ne savait rien de l'origine et du but de la pièce souterraine. Concernant la plaque de ventilation, il a déclaré qu'elle provenait d'anciennes réparations, mais n'a pas pu le documenter. À des questions plus précises sur l'absence de documents officiels concernant des travaux de construction, Wheeler n'a pas donné d'explication claire. Le 24 octobre, les enquêteurs se sont concentrés sur l'examen de nouveaux matériaux provenant des fichiers électroniques. Dans les notes textuelles, la routine quotidienne d'une certaine personne était mentionnée, des descriptions des conditions de vie et des précautions comme l'insonorisation pendant la nuit. Plusieurs entrées coïncident manifestement avec la période de disparition d'Emily Harper dans les années 2008-2009. Ces données n'étaient pas encore définitivement vérifiées, mais les enquêteurs soupçonnaient que les enregistrements reflétaient un système planifié de captivité d'une personne, peut-être Harper elle-même. Vers le soir, les résultats préliminaires de la deuxième phase de l'expertise ADN sont arrivés. Les échantillons de sang et de cheveux trouvés sur les fixations métalliques dans la cave appartenaient avec une forte probabilité à Emily Harper. Cela est devenu une confirmation importante du fait qu'elle se trouvait dans la cave de Wheeler dans des conditions qui impliquaient clairement une restriction forcée de la liberté. Les enquêteurs ont déterminé qu'il était impossible que de telles traces arrivent accidentellement dans cette pièce. Le 25 octobre, les détectives se sont réunis pour une séance à huis clos afin de résumer définitivement les preuves recueillies. Il a été décidé que la cave, le système de ventilation, les données ADN et les enregistrements trouvés sur le disque dur pointaient vers Jacob Wheeler comme l'organisateur et l'exécutant du crime. Les instructions internes prévoyaient de se préparer à porter des accusations légales, y compris enlèvement, privation illégale de liberté et tentative d'agression grave. Il restait à déterminer le motif. Étant donné la nature des enregistrements et les conditions de captivité de la victime, les analystes ont avancé la thèse que Wheeler était peut-être obsédé ou aspirait à contrôler totalement Emily Harper. À ce stade, il n'y avait pas de preuve directe d'une connaissance entre Wheeler et Harper avant sa disparition, mais toute la logique des actions pointait vers des motifs personnels. À la fin de la journée, le parquet du district a confirmé sa volonté d'engager une procédure pénale, mais a décidé d'attendre l'analyse finale de tous les fichiers pour exclure d'éventuelles mises en scène ou fausses accusations contre l'accusé. À la fin de la soirée du 25 octobre, des spécialistes techniques ont récupéré une autre archive photo du disque dur datée de 2010. Le contenu n'a pas encore été publié, mais l'examen de ces fichiers a été jugé nécessaire avant de porter publiquement des accusations. L'enquête approchait de sa phase finale et les enquêteurs s'attendaient à ce que Wheeler doive fournir des explications sur les preuves directes le 26 octobre. Ainsi, jusqu'au soir du 25 octobre, l'enquête avait une image claire de ce qui s'était passé. Les déclarations de Harper étaient complétées par de nouveaux détails confirmant le fait de sa longue captivité dans la maison de Wheeler. Il ne restait plus à la police qu'à découvrir pourquoi et quand le ravisseur avait décidé d'amener la victime sur le terrain vague. Tout indiquait que la solution était proche et que des accusations officielles seraient qu'on a bientôt portées. Le 26 octobre 2016, le groupe d'enquête, conjointement avec le parquet du district, a conclu l'analyse du matériel numérique saisi chez Jacob Wheeler. Des experts techniques avaient récupéré des photos et des documents textes trouvés dans une zone cryptée de son disque dur. Certaines photos montraient une pièce extérieurement identique à la cave trouvée sous le bâtiment économique de Wheeler. Les dates sur ces images se rapportaient à la période 2010-2014, ce qui coïncidait avec le temps présumé pendant lequel Emily Harper était en captivité. De plus, sur certains clichés, on pouvait voir des objets personnels et des détails d'aménagement qu'Harper avait précédemment décrits après avoir repris conscience à l'hôpital. À 9h du matin, le procureur du district a mené une réunion à huis clos avec le shérif et les enquêteurs principaux, après laquelle il a été décidé d'arrêter officiellement Wheeler et de l'accuser d'enlèvement, de privation illégale, de liberté et de tentative d'agression grave. L'avocat de Wheeler a été informé de la nécessité de se présenter à un interrogatoire, ainsi que de l'existence d'un mandat d'arrêt approuvé par le tribunal du district de Mayfield. Les principales preuves qui ont permis de formuler les accusations étaient les résultats de l'examen ADN liant Harper à la cave, les matériaux photos et textes récupérés, et le fait qu'elle ait été trouvée vivante dans une tombe spécialement préparée,
près de la maison de Wheeler. À 11h, Wheeler s'est présenté au poste de police pour un entretien formel avec les enquêteurs. Après avoir pris connaissance des preuves, il a admis que la pièce secrète lui appartenait et qu'il l'avait utilisée pour la captivité d'une femme, mais a d'abord nié qu'il s'agissait de Harper. Après que les enquêteurs lui aient lu des extraits des fichiers récupérés qui mentionnaient des dates concrètes et des références à la nécessité d'éliminer l'objet si le danger de découverte existait, il a cessé de donner plus d'explications et s'est prévalu du 5e amendement. À 13h30, Jacob Wheeler a été officiellement placé en garde à vue et transféré à la prison du district. Selon un rapport interne, il était resté calme et n'a pas opposé de résistance. Les proches d'Emily Harper ont été informés de la conclusion de la phase principale de l'enquête et de l'arrestation de l'accusé. L'avocat de Wheeler a demandé une expertise médicale suggérant un trouble mental chez son client. Le tribunal a ordonné un examen correspondant, mais cela n'a pas affecté les accusations portées. Le soir du même jour, le parquet du district a publié une déclaration officielle soulignant que les preuves recueillies confirmaient le fait de la captivité illégale pendant des années d'Emily Harper dans la maison de Wheeler. La déclaration indiquait que Wheeler, sentant un danger de découverte, avait tenté de se débarrasser de la victime en l'enterrant sur le terrain vague, espérant que cette zone ne serait plus vérifiée de manière approfondie. À la fin de la journée, il est devenu clair pour les enquêteurs que les actions de Wheeler étaient causées par un besoin compulsif de contrôler la victime. L'examen psychiatrique préliminaire n'a révélé aucun signe d'aliénation mentale. La principale version de travail restait l'hypothèse que Wheeler s'était préparé à l'avance pour le crime, en observant Harper et en créant un abri souterrain pour une captivité à long terme. À ce stade, l'enquête est officiellement passée au stade de la procédure pénale. Les matériaux préparés ont permis de qualifier les actions de Wheeler d'enlèvement avec circonstances aggravantes et de tentatives d'agression grave. Emily Harper a subi une réhabilitation médicale et psychologique supplémentaire et les médecins ont rapporté son amélioration progressive. Des documents internes du groupe d'enquête décrivaient en détail tout le déroulement des événements, de la disparition de Harper en 2008 à sa découverte en octobre 2016. La séquence des actions de Wheeler a été tracée avec une grande précision, confirmée par des preuves matérielles et numériques. C'est précisément la découverte fortuite de la tombe par le nouveau propriétaire du terrain voisin, Robert Lawson, qui est devenu le facteur clé menant au sauvetage de Harper et à l'élucidation du crime. Jusqu'à la fin du 26 octobre, l'enquête avait achevé les principales mesures de recherche et d'investigation et a commencé la préparation finale du procès judiciaire. À ce stade, il n'y avait pas de données officielles sur d'éventuels complices, et Wheeler n'a mentionné aucun autre nom. Le 27 octobre 2016, le bureau du shérif du district de Mayfield a remis le paquet final de matériaux dans l'affaire Jacob Wheeler au parquet. Emily Harper a été transférée du service général à la section de réhabilitation. Son état a été évalué par les médecins comme satisfaisant pour une récupération ultérieure. Dans la première moitié de la journée, plusieurs fonctionnaires se sont rendus sur le terrain vague où Harper avait été précédemment trouvé pour compléter la documentation photographique finale du lieu du crime. Lors de l'inspection, les experts ont remarqué un détail important. La structure en contreplaqué se trouvait directement au-dessus d'un ancien puits de drainage jusqu'alors inconnu. Les experts ont supposé qu'en raison de la nature du sol, un affaissement aurait pu se produire avec le temps, ce qui aurait bloqué l'accès à l'air. Dans l'avis officiel des enquêteurs criminels, il a été noté que si Robert Lawson avait commencé les travaux de terrassement seulement quelques jours plus tard, Harper n'aurait pas pu survivre. Ainsi, son sauvetage s'est produit au moment critique et ultime. Le soir du même jour, les enquêteurs ont étudié les enregistrements d'archives de la police de 2009. Sur l'une des vidéos, des agents s'approchèrent de la maison de Wheeler pour une visite préventive. Sur les images, on pouvait voir Wheeler inviter les policiers à prendre un café, mais les agents ont refusé et sont partis après quelques minutes, sans entrer dans la maison ni vérifier la cave. Cet épisode est resté dans la mémoire des forces de l'ordre comme symbole d'une occasion manquée. Le protocole officiel de cette visite ne contenait que des notes formelles sans aucun soupçon envers le propriétaire. À ce stade, l'enquête était pratiquement terminée et l'affaire a été transmise au tribunal. Jacob Wheeler attendait une série de procès.
Emily Harper restait sous la protection des forces de l'ordre et ne faisait pas de commentaires publics. Pendant ce temps, les habitants de Mayfield discutaient activement de la raison pour laquelle personne n'avait remarqué auparavant les travaux souterrains suspects et à quel point les vérifications antérieures de la propriété avaient été menées de manière approfondie. Le verdict final serait rendu par un jury. Dans les documents officiels du bureau du shérif, cette affaire a été décrite comme sans précédent quant à la durée de la captivité forcée d'une personne dans la région. Des experts ont souligné que l'image complète aurait pu être découverte beaucoup plus tôt si les enquêteurs avaient à prêter plus d'attention aux particularités du comportement de Wheeler ou avaient employé une technologie spécialisée lors des vérifications. Les dernières lignes du rapport de police contenaient une brève conclusion. L'auteur croyait qu'il pourrait contrôler complètement la vie d'une autre personne, tout en restant invisible pour l'entourage. Seuls des travaux de construction fortuits et des doutes écartés dans le passé ont conduit au sauvetage de la victime et à la découverte du crime. Ainsi s'est terminée l'une des enquêtes les plus complexes et sensationnelles du district de Mayfield. Mais elle a inévitablement laissé à réfléchir sur combien d'histoires similaires se cachent derrière des portes ordinaires et des murs en contreplaqué que personne ne veut vérifier en hâte.